Au tournant des années 60, l'Allemagne a retrouvé sa souveraineté. Elle s'est réconciliée avec la France et elle a pris le chemin de l'Europe. Die Tatsache, dass Charles de Gaulle hier ist und von Ihnen so herzlich empfangen wird, beweist, wie unsere beiden Völker schon einander vertrauen. La guerre froide a entraîné le réarmement allemand. Les anciens officiers du Troisième Reich ont formé la nouvelle armée et il n'est plus question de leur reprocher quoi que ce soit. Décidément très seul, Wiesenthal n'a plus qu'à s'occuper de sa collection de timbres. Et pourtant, un hasard étonnant va relancer son action. Un ami collectionneur lui montre une pièce rare d'Amérique du Sud sur une enveloppe avec une adresse qui met Wiesenthal sur la piste d'Eichmann. Il est en Argentine. Le réseau d'anciens déportés le localise cette fois à Buenos Aires. Mais pas question de transmettre l'information aux Allemands. Ils risquent de ne plus rien en faire. L'adresse est transmise au service secret israélien, le Mossad. Israël veut Eichmann vivant. Le Mossad monte une opération. Le directeur du Mossad lui-même, Isser Harel, dirige un commando qui enlève Eichmann le 11 mai 1960. Les agents secrets embarquent Eichmann et lui servent, pour le réconforter, un repas caché. Ce jour-là, le 11 mai 1960, est aussi un grand jour pour Beate, qui est à Paris comme jeune fille au pair. Ce jour-là, elle rencontre un étudiant de Sciences Po, Serge Klarsfeld. Il est juif. Son père s'est laissé déporter pour sauver sa famille. Il est mort à Auschwitz. Donc c'était quand même pour moi, je dirais, une Allemande non juive qui rencontre un juif dont le père a été tué à Auschwitz par les Allemands pendant que mon père servait dans l'armée allemande. Ça a quand même déjà mis des relations un petit peu spéciales entre nous deux. Il y avait à l'époque parmi les amis de mon futur mari un genre de méfiance envers les Allemands. Et puis je me suis dit quand même, je ne suis pas coupable parce que je suis née en 1939, mais c'est mes parents qui ont été responsables pour leur... mais pas moi. Et puis j'ai essayé peu à peu, avec l'aide de Serge, qui entre autres était historienne, qui m'a donc... remis les documents, les livres nécessaires à lire et pour vraiment comprendre finalement ce qui était arrivé en Allemagne entre 1933 et 1945. Le procès Eichmann contribue à cette prise de conscience de Beate. C'est le premier grand procès télévisé, le Nuremberg des Juifs. L'analogie ne s'arrête pas là. Eichmann est défendu par maître Robert Servatius, l'un des avocats de Nuremberg. Le SS Adolf Eichmann, aux mains de ses pires ennemis. Eichmann, dans sa cage de verre du tribunal de Jérusalem. Le procès Eichmann dure 6 mois et soulève une énorme curiosité dans le monde. C'est bien le but, réveiller la conscience internationale. Legen Sie die rechte Hand auf die Heilige Schrift. Ich schwöre nicht auf die Bibel, ich schwöre bei Gott. Les chefs d'accusation, crimes contre le peuple juif, crimes contre l'humanité, crimes de guerre. À cela, Eichmann répond en bafouillant. Il s'en prend au président de l'organisation sioniste mondiale de 1939. Ich sah während des Krieges, nach der Kriegserklärung nach der Erklärung des Zionistenführers Dr. Chaim Weizmann, sah ich die Juden als Feinde Deutschlands. Aber ich will kein Aber, ich will eine Antwort, das genügt mir.
Eichmann est dépassé par son personnage. Les spectateurs sont déçus. Ce n'est pas le monstre escompté. Ce n'est plus le SS arrogant qui se vantait de tuer toujours plus de juifs. D'ailleurs, c'est sa ligne de défense. Il se présente comme un petit rouage d'une machine infernale. Mais non, dit le procureur, il a personnellement aggravé les mesures les plus criminelles. Eichmann est condamné à mort le 1er juin 1962. Israël ne fournira ni film, ni photo de son exécution pour clore ce procès qui fut si important pour la traque des nazis. À partir de l'affaire Eichmann, aucun nazi en Amérique du Sud ne dormira plus de 4 semaines dans le même lit. Ça fait aussi partie de la sentence. Comme pour Mengele, maintenant en cavale perpétuelle. Mengele, le médecin SS d'Auschwitz, qui pratiquait la sélection des déportés à leur arrivée au camp. Il désignait ceux qui allaient mourir tout de suite et ceux qui vivraient provisoirement. En mai 60, le Mossad a failli l'embarquer dans le même avion qu'Eichmann. Mengele a réussi à s'enfuir au Paraguay, puis au Brésil. C'est l'homme le plus recherché au monde. S'il survit, c'est que sa famille est riche et puissante, et que les pouvoirs en place en Amérique du Sud ont des raisons de le protéger. Wiesenthal continue sa traque des nazis, surtout ceux de son pays, comme ce policier autrichien qui avait arrêté Anne Frank en 1944 à Amsterdam. Karl Silberbauer, condamné à 15 mois de prison pour son appartenance à la Gestapo. Pendant un mariage, Anne Frank regarde les gens normaux qui ont, en ce temps-là, la chance de ne pas être juifs. C'est le seul document filmé où elle apparaît. Ensuite, elle se cache dans son grenier où elle écrit, pendant 2 ans, un chef-d'œuvre qui sera publié après la guerre sous le titre « Le journal d'Anne Frank ». Dénoncée, elle est arrêtée avec sa famille et déportée. Anne Frank est morte à Bergen-Belsen en mars 1945, à 16 ans, parce qu'elle était juive. Elle est devenue le symbole même de la persécution. Chaque année, Amsterdam se fige dans le souvenir. Beate épouse Serge, devenu avocat. Elle écrit un guide de la jeune fille au père et travaille à l'Office franco-allemand de la jeunesse. Avec Serge, elle continue à fouiller le passé de l'Allemagne. Serge a fait tout pour me faire comprendre ce qui s'est passé en Allemagne. Et puis donc, je dis, j'étais certainement ouverte aussi. Ça n'aurait pas été la même chose si j'étais restée en Allemagne, et certainement. C'était très bon pour les Allemands de connaître notre pays, surtout le pays Europe, comme la France occupée, et aussi sentir les réactions des gens envers les Allemands. Le centre de recherche de Ludwigsburg, dans le sud de l'Allemagne, est le premier effort officiel pour récupérer tout ce qui a pu être sauvé de la destruction des dernières semaines de la guerre. Ce qui permet de reprendre les procès, comme celui des gardes d'Auschwitz, qui avaient réussi à échapper au châtiment. Ils seront lourdement condamnés. C'est l'un des plus grands procès de l'après-guerre en Allemagne.
Il ouvre les yeux d'une génération qui maintenant culpabilise, comme ce procureur, puis une spectatrice. Have you formed any conclusions in your mind as to how it happened? Well, this leads to, in a way, philosophical ideas, but I think there is a certain inhumanity within the German people, and this might be the reason for what had happened. Somehow I feel we all are responsible, every one of us, because it has happened in Germany and we all are Germans and we somehow have to carry what had happened in history. Albert Speer, l'architecte d'Hitler, l'ami d'Hitler, le ministre d'Hitler, sort de prison comme une star. Speer n'arrive pas à y croire. Il est si vieilli, si fatigué, après 20 ans de cellule. Les Alliés ont obstinément refusé toute remise de peine, comme pour Hess, condamné à vie. Mais manifestement, il y a encore des Allemands qui sont heureux de revoir Speer. I can tell you that I'm quite glad to be outside here. Dankeschön. La génération de ceux qui ne renient rien et regrettent tout. Speer incarne pour eux ce que fut la réussite du Troisième Reich. Mais Speer a bien été un criminel nazi, le ministre de l'armement qui a prolongé la guerre, la souffrance et la mort. Speer devient un véritable musée vivant du nazisme. Il publie ses mémoires qui sont un best-seller mondial. Il devient une vedette de tous les plateaux de télévision. D'ailleurs, il mourra 15 ans plus tard, à Londres, avant une émission. Il parle, il se justifie, inlassablement. Une des grandes fautes de ma vie, peut-être la plus grande faute, je savais que les Juifs étaient dans des camps de concentration, mais je pensais qu'ils travaillaient dans les camps de concentration. Mais je ne savais pas qu'ils sont, comme on disait, exterminés. Et si vous aviez su, vraiment, si vous aviez vu, par exemple à Auschwitz, qu'est-ce que vous auriez pu faire? Je n'aurais pu faire aucune chose que dire à Hitler que je ne veux plus être son ministre, et peut-être ça aurait été le résultat. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez finalement compris pourquoi et comment vous avez pu faire pour obéir à Hitler? J'étais très ambitieux, que je voulais aussi avoir part des pouvoirs de Hitler, et que avoir du pouvoir est une chose délicieuse. Speer finit par se rendre sympathique. Le nazisme devient un sujet d'étude historique, déconnecté de sa monstruosité. Cela va bien dans le sens de la réinsertion des nazis, qui deviennent juges ou même députés. L'un d'entre eux va se hisser au poste suprême, chancelier de la République fédérale allemande. Kurt Kiesinger, membre du parti nazi et haut fonctionnaire du régime hitlérien. Cette situation préoccupe les Klarsfeld, qui pensent à l'avenir du petit Arnaud. Ils sont choqués de voir Kiesinger reçu en France avec tous les honneurs. Pour la haute sphère politique, l'homme a été blanchi par les tribunaux allemands de dénazification. Une génération qui veut se faire oublier, alors que la suivante veut savoir. La jeunesse allemande se mobilise contre la guerre du Vietnam et contre Kiesinger, que les Klarsfeld dénoncent comme l'un des responsables de la propagande radiophonique de Hitler.
Donc avec tout ce que j'ai su sur le nazisme, je me suis dit, une Allemande qui vit à Paris et qui veut agir ne peut pas laisser faire. Beate commence par écrire des articles sur le passé nazi du chancelier, ce qui provoque son renvoi de l'Office franco-allemand de la jeunesse. Mais il faut plus. Un geste spectaculaire. Beate part pour Berlin, avec un photographe. Au congrès du Parti chrétien-démocrate du chancelier Kiesinger, elle passe derrière la tribune. Elle gifle à toute volée le chancelier. Les gardes n'ont pas osé tirer de peur de faire d'autres victimes. Ils ceinturent Beate et l'entraînent pendant que Kiesinger, atteint à l'œil, se fait soigner. Beate est jetée en cellule, puis jugée et condamnée à 1 an de prison ferme. Mais Serge Klarsfeld est un bon avocat. Beate, française par mariage, dépend de l'administration française d'occupation de Berlin. Un accord est vite trouvé et Beate renvoyée en France dans l'attente d'un jugement en appel. Beate, forte de ce premier succès, s'engage dans la campagne électorale de septembre 69 en Allemagne. Elle est candidate contre Kiesinger pour un petit parti d'extrême gauche et surprend en portant Arnaud dans les meetings. Kiesinger plaisante. Ce petit Klarsfeld, s'il arrive jusqu'à moi, il va me mordre. Il a tort de plaisanter. L'action de Beate Klarsfeld et le mouvement qu'elle a entraîné sera pour beaucoup dans son échec. Il est remplacé par Willy Brandt, un authentique résistant à Hitler. Beate triomphe, mais Serge lui dit « Tu es comme une actrice, tu n'as plus le droit de t'arrêter, à ses risques et périls. » Wenn die Mehrheit des Volkes dafür ist, dann ist es Die Mehrheit des Volkes war für Hitler gewesen und das ist Demokratie. Jawohl, das waren sie. Aber warum? Je suis allemande, je suis fière d'être allemande, je suis une bonne allemande et une bonne patriote. Et je crois que justement, ce que j'ai avec mes actions, j'essaie de montrer aux Allemands les devoirs qu'ils ont à remplir. Car ça n'a pas d'importance si ces Allemands font partie de l'Allemagne de l'Ouest, de l'Allemagne de l'Est. Ça n'a pas d'importance non plus s'ils font partie d'un parti plus de droite ou de gauche ou du centre. C'est-à-dire ces devoirs sont propres à tous les Allemands et c'est le point important, c'est étant donné que nous sommes tous des héritiers de l'Allemagne et qu'il y a des hommes comme Goethe, Schiller, Beethoven, ce qui est merveilleux, mais qu'il y a aussi des hommes comme Hitler, Himmler, Eichmann, eh bien il faut donc assumer ses responsabilités. Ni Beate ni Serge ne veulent s'arrêter. Chaque piste mène à une autre. Dans le dossier Kiesinger, les Klarsfeld ont découvert le nom d'Ernst Achenbach, ancien chef de la section politique de l'ambassade d'Allemagne en France pendant la guerre, donc mêlé à la déportation. Il est maintenant député, et le gouvernement allemand veut le faire nommer à la Commission européenne. Beate et des militants antiracistes de la LICRA investissent son bureau d'avocat. Achenbach n'ira pas à Bruxelles. Nous voulons construire, Français et Allemands, l'Europe ensemble sur la base de notre entente élémentaire. Et j'ai l'impression que cette, je dirais, manie de la persécution qui se fait jour chez certains, pas chez la majorité des gens, ni chez vous, ni chez nous, n'est pas bonne pour ça. Je crois que, et c'est ma conviction morale, qu'après 30 ans, il y a lieu de faire une amnistie. Ni amnistie, ni prescription, disent les Klarsfeld. Ils traquent les bureaucrates de la déportation en France, le chef SS Hagen et l'homme de la Gestapo, Lischka. Les Klarsfeld ont l'adresse de ce Lischka à Cologne. Ça n'a pas été difficile à trouver. Il est dans l'annuaire. Les Klarsfeld décident d'aller à Cologne avec un caméraman. Ils sont maintenant dans son quartier. Encore un nazi bien tranquille, qui prend tous les jours le tram numéro 18 pour se rendre à son travail dans une entreprise agroalimentaire.
Comment est-ce possible? C'est le résultat du protocole de Paris, signé après la guerre. Seule la France a le droit de juger les Allemands qui ont commis des crimes en France. Ils ne peuvent pas être jugés en Allemagne. Et la Constitution de la République fédérale interdit d'extrader ces nationaux. Ces criminels nazis sont ainsi à l'abri en Allemagne. Lischka a été condamné en France, par contumace, à la prison à perpétuité. Ici, à Cologne, il ne risque rien. Du moins jusqu'au jour où les Klarsfeld débarquent dans sa vie. Lischka était là, quand Heydrich, le chef de la Gestapo, est venu à Paris rencontrer l'infâme Bousquet, secrétaire général de la police de Vichy, pour préparer la grande rafle du Veldiv, où 13 000 hommes, femmes et enfants, seront parqués avant d'être exterminés à Auschwitz. Ce que veulent les Klarsfeld, c'est lutter contre cette impunité. À travers un homme, faire changer une loi. L'idée de Serge n'est pas de lui faire du mal, mais de l'enlever, le transporter en France pour le faire emprisonner, mais les Klarsfeld n'ont pas les moyens du Mossad. Le plan s'avère impossible à exécuter. Alors il faut alerter les médias, créer une situation intenable pour les Allemands, les obliger à affronter des déportés. Lischka, Mörder! Oui, Mörder, oui. Und dort, non, monsieur. L'initiateur de la solution finale en France des Juifs en France. Non, monsieur, ne frappez pas un déporté. La justice allemande est forcément saisie. Et les télévisions étrangères se précipitent, comme la BBC. Fürchten Sie sich überhaupt, Herr Lischke? Nein. Warum halten Sie Ihre Hand so, wenn Sie sich nicht fürchten? Weil ohne mein Öl nicht gefilmt werden darf. Herr Lischke, man sagt, dass Sie viele tausende Juden umgebracht haben. Fühlen Sie sich überhaupt nicht schuldig? Das stimmt nicht. Das stimmt. Beate et Serge ont une mission. Ils vont jusqu'au bout. Ils débusquent ainsi le SS Herbert Hagen, partant pour son travail de directeur commercial. Quelle émotion. Ils ont devant eux le chef des tortionnaires de la Gestapo. À la Libération, les FFI et les policiers insurgés avaient découvert les sous-sols de la Gestapo. Ici, l'armée des ombres, les otages, tous les fusillés de la résistance avaient laissé les empreintes de leurs mains avant de s'effondrer sous les balles des mitrailleuses allemandes. « Laissez-moi tranquille, dit Hagen. Beate revient à la charge. Mais c'est bien vous qui étiez en France en 1942. J'étais soldat, j'ai fait mon devoir, dit Hagen. Vous étiez responsable des rafles et des exécutions, demande Serge. Je voudrais mener une vie tranquille, répond Hagen. Comment pouvez-vous mener une vie tranquille après ce que vous avez fait? Interrompu par sa femme et ses filles, Hagen en profite pour s'éclipser. Interrogé lui aussi par la BBC,
Hagen a demandé à être filmé de profil pour être moins reconnaissable. Il se cache aussi derrière les premières idées nazies. Ich fühle mich in keiner Weise dafür verantwortlich. Ich bin ausgegangen von meiner alten Überzeugung, die ja auch bestätigt worden ist vor dem Kriege, dass man eintritt für die Bildung eines jüdischen Staates. Ich bin davon ausgegangen, dass alle Maßnahmen eigentlich immer nur dann eben während des Krieges indirekt in dieser Richtung weitergehen konnten. But the Jewish homeland was Palestine, not Auschwitz in Poland. Deshalb sagte ich ja auch indirekt, zu diesem Zeitpunkt waren Auswanderungen nach Palästina ja nicht möglich. Ich konnte also nur davon ausgehen, und das ist meine Auffassung gewesen, dass dort die jüdischen Menschen zusammengefasst werden und dann nach einem Kriege doch alle in einer internationalen Regelung so weit wie möglich dann in den jüdischen Staat gebracht zu werden. Les Juifs de France étaient regroupés dans le terrible camp de Drancy, près de Paris. Et l'un des gardiens les plus féroces de ce camp était le SS Ernst Heinrichson. 30 ans plus tard, Heinrichson est le respectable maire de Burgstadt, une petite ville de Bavière. Interrogé lui aussi par la BBC, Heinrichson révèle son inhumanité. Das sind Leute mit 80 Jahre alt, haben sie das geschickt. Das kann sein, das kann sein. Wie können Frauen mit 80 Jahren alt arbeiten? Weiß ich nicht. Aber Sie müssen mir zugestehen, dass ich mir nicht jeden Tag den Kopf darüber zerbrochen habe, was geschieht oder was nicht geschieht. Warum nicht? Weil ich keine Aufgabe dazu hatte. Les habitants de sa ville le soutiennent. Glasfeld, der Ankläger gegen unseren Bürgermeister, der ist überhaupt nicht in der Lage, diese Sache genau zu wissen. Und warum rüßt er immer rum, macht den Mann seelisch und moralisch fertig? Er ist überhaupt nicht in der Lage, das zu wissen. Nur auf Argumente oder irgendwie nach schriftlicher Unterlage her. Serge Klarsfeld et son association des fils et filles des déportés juifs de France envahissent le palais de justice de Cologne. C'est une victoire, un procès en Allemagne, rendu possible par 10 ans de combats obstinés contre le fameux protocole de Paris. Serge Klarsfeld a réuni tous les documents, les ordres signés, les preuves irréfutables. Lischka, 10 ans de prison. Hagen, 12 ans. Heinrichson, seulement 6 ans. Tous les trois auraient pu finir leur vie tranquillement s'il n'y avait pas eu les Klarsfeld. Devant le tribunal, la foule qui n'a pas pu entrer, d'enfants de déportés et même de petits-enfants. Je crois que ça doit être quand même un procès exemplaire parce que ce sont un des plus hauts responsables du nazisme en France et ils ont été ce qu'on peut appeler vraiment cruels et immondes. Je m'appelle Lida Klarsfeld et j'ai 12 ans. Quel est le métier de tes parents? Ils recherchent les nazis. Chasser les nazis peut être dangereux. 2 attentats ont bien failli coûter la vie aux Klarsfeld. En 72, un colis piégé, et en 79, une bombe dans leur voiture. Les criminels sont toujours là.
Mais les Klarsfeld ne se laissent pas impressionner, ni décourager, par les innombrables difficultés de la vie militante. Ils ont une mission exaltante. Beate a dit « Pour beaucoup de monde, Serge et moi représentions surtout une promesse, celle d'un couple franco-allemand, de surcroît juif et non-juif, qui s'engageait pour une cause, une petite équipe, sans moyens financiers et sans aide, mais qui faisait changer les choses. » Beate, accusée de gauchisme par les uns et d'espionne de la CIA par les autres, est devenue l'un des grands personnages du siècle. Une bonne dizaine d'émissions de télévision racontent son odyssée, parfois sur le mode des images d'Épinal. Nous nous sommes rencontrés au métro Porte de Saint-Cloud, exactement au-dessous des fenêtres de notre appartement où nous vivons maintenant. Mais la consécration suprême, c'est un film tourné à Hollywood, où Farrah Fawcett interprète son rôle. Est-ce que vous êtes anglaise? Pardon? Are you English? Allemande. Les Klarsfeld ne s'arrêteront jamais. Serge veut retrouver celui qui a déporté son père, le 1er septembre 1943, à Nice. Un souvenir ineffaçable. Une nuit, la Gestapo est venue. Les parents nous ont tirés du lit, ma sœur Tania et moi, et ils nous ont fait entrer dans une cachette que mon père avait aménagée en ouvrant le mur derrière un placard. Je vais me rendre, comme ça ils vont peut-être pas chercher plus loin. Tu comprends, il essayait de nous rassurer, et peut-être qu'il avait un vague espoir de s'en tirer. Mais au fond, il savait très bien que si les Allemands nous trouvaient, ils nous tueraient tous. Entre nous. Alors suivez-nous. Serge identifie l'homme qui a arrêté son père. Le SS Alois Brunner, nazi fanatique qui dirigea Drancy et déporta près de 200 000 juifs dans toute l'Europe. Le criminel est réfugié en Syrie, où il prodigue de bons conseils à certains régimes antisionistes. Beate et Serge iront jusqu'à Damas réclamer son extradition, parfois sous d'étranges déguisements. Sans succès, évidemment. Je crois qu'ils ont pris la décision de m'expulser pour que je ne les gêne pas, étant donné que ma présence là-bas, à partir du moment où ils ne voulaient pas dialoguer, ne leur apportait rien. Alors Brunner, qui se fait appeler Fischer, recevra un colis piégé qui lui coûtera quelques doigts. Moi-même, je n'en suis pas capable, parce que ça risquerait de me sauter entre les mains, mais disons que je ne suis pas tout seul. C'était une initiative, je ne peux pas dire comment, mais en tout cas, bon, c'était une revue d'herboristerie. Il s'intéressait beaucoup à l'herboristerie. Et d'Autriche est partie une revue cylindrique, comme toutes les revues, cylindriques, et quand il l'a ouvert, il a perdu les doigts d'une main. Donc il savait que les victimes ne l'avaient pas oublié. Un acte de vengeance contraire à ce qu'avait toujours préconisé Wiesenthal, qui publie justement son livre de souvenirs « Justice n'est pas vengeance ». Wiesenthal, qui continue d'accumuler les dossiers. Il faut continuer la traque jusqu'au dernier criminel nazi, avant qu'il ne soit pris par la justice divine. Beate a donné comme titre à son livre « Partout où ils seront ». Elle les traque jusqu'au bout du monde. Et la voilà au Chili. Elle n'a pas peur de la police de Pinochet. Son énergie est intacte avec les années. Sa cause est toujours celle de la rédemption de l'Allemagne. Et il y a encore des nazis survivants. Elle veut faire extrader l'homme qui se terre maintenant dans cette villa discrète de Santiago.
C'est Walter Rauff, l'un des pires criminels nazis. En 1942, il a conçu le massacre de centaines de milliers de Juifs avec des camions dont les pots d'échappement étaient reliés à l'arrière. Voici un essai de ce dispositif. Préfiguration des chambres à gaz. Beate, difficile à déloger avec sa pancarte, où elle a tracé au marqueur « Le nazi Rauff doit être jugé pour ses crimes contre les Juifs ». Extrader le nazi Rauff, crie Beate devant le palais présidentiel. Les manifestations de plus en plus agressives, l'appel passionné de Beate aux autorités, sa mobilisation des médias pour l'extradition, son impact sur l'opinion publique, achèvent littéralement Rauff, qui meurt d'une crise cardiaque le 14 mai 1984. À ses obsèques, toutes sortes de personnages en loden et en veste de cuir, ses camarades d'exil, viennent lui rendre un dernier hommage, hitlérien. La traque continue en Amérique du Sud. Il aura fallu 10 ans au Klarsfeld pour localiser et faire extrader Klaus Barbie. Le chef de la Gestapo de Lyon, qui avait arrêté et torturé à mort l'homme qui incarnait la résistance française, Jean Moulin, et qui avait impitoyablement envoyé à la chambre à gaz les enfants d'Isieux. 44 petits-enfants juifs et les 7 adultes qui les cachaient dans une colonie de vacances près de Lyon. Quel moment que ce début du procès Barbie, plus de 4 décennies après la chute du nazisme. Veuillez vous asseoir, monsieur l'accusé. Asseyez-vous. C'est Liliane, 10 ans, qui a écrit à Dieu cette lettre déchirante retrouvée à Isieux. Dieu, que vous êtes bon, que vous êtes gentil. Serge, avocat de la partie civile, lit les lettres des enfants morts. Il ne finirait jamais. Dieu, c'est vous qui commandez, c'est vous qui êtes la justice, c'est vous qui récompensez les bons et punissez les méchants. Dieu, après cela, je pourrais dire que je ne vous oublierai jamais. Je penserai toujours à vous, même au dernier moment de ma vie. Vous pouvez être sûr et certain. Vous êtes pour moi quelque chose que je ne peux pas dire tellement que vous êtes bon. Vous pouvez me croire, Dieu. C'est grâce à vous que j'ai eu une belle vie avant, que j'ai été gâté, que j'ai eu de belles choses que les autres n'ont pas. Dieu, après cela, je ne vous demande qu'une seule chose. Faites revenir mes parents, mes pauvres parents. Ce drame d'Isieux fut un des plus poignants de l'oppression. Un des forfaits les plus odieux du régime qui, pendant 5 ans, a servi et tortura l'Europe. Non pas une de ces atrocités commises dans le déchaînement de la folie guerrière ou le délire du combat, mais un acte de haine et de violence froide, réfléchie, méthodique, érigé en doctrine d'ordre et de gouvernement. Il n'existe pas de circonstances atténuantes en faveur de l'accusé. Barbie est condamné à la prison à perpétuité pour crime contre l'humanité. Il meurt en prison en 1991 d'un cancer. Rudolf Hess, le dauphin du Führer, s'est suicidé dans sa prison de Spandau en 1987. Les ossements de Mengele, le médecin fou d'Auschwitz, qui s'est finalement noyé en 1979, sont toujours entreposés
dans un coffre-fort de la police scientifique brésilienne. La cour. Avec le procès Papon, ce qui s'impose, c'est toujours la notion qu'il n'y aura jamais d'impunité pour les crimes contre l'humanité et personne ne peut donner ni obéir à un ordre criminel sans un jour, même très éloigné, en répondre. Qu'il soit amené 55 ans après devant une cour d'assises pendant 6 mois et condamné à 10 ans, c'est une grande victoire, croyez-moi. Justice est faite. Les gens comme Beate et moi, et comme Wiesenthal, nous avons réussi à être efficaces parce qu'on était heureux. Voilà, ça je crois que c'est peut-être le mot de la fin en ce qui concerne ceux qu'on appelle les chasseurs de nazis. Wiesenthal était heureux parce qu'il avait sa femme, sa fille, elles n'ont pas péri pendant la Shoah. Et nous, on a été heureux parce que, bon, j'avais quand même si mon père a péri, j'avais ma mère et puis ensuite Beate, les enfants. Et donc on était heureux. On ne pouvait pas faire ce que nous avons fait en étant malheureux. Simon Wiesenthal est mort en 2005. Il est enterré à Jérusalem. Ce film lui est dédié, ainsi qu'à toutes les victimes du nazisme. On ne pourra plus dire maintenant que cela n'a pas existé.